C'est un consortium d'élus nationaux membres de l'opposition conduit par député national Didi Manara, élu de Maniema, qui a déposé ce mercredi 15 décembre au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, le PV portant désignation de membres de l'opposition parlementaire à la CENI. Un consortium des élus, membres de l'opposition parlementaire, un grand nombre de députés, nous venons de déposer notre procès verbal portant désignation des membres de l'opposition parlementaire devant faire partie de l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Et cela fait suite à l'appel du président de la République, chef de l'État, demandant à l'opposition parlementaire de se joindre au processus électoral déjà en cours pour permettre au pays d'organiser des bonnes élections pacifiques, inclusives et crédibles. L'élu de Maniema sur la liste du PPRD s'abstient de dévoiler les noms des personnes proposées car, a-t-il dit, la primaire est réservée au bureau ainsi qu'à la commission mixte paritaire. À l'en croire, le temps est venu pour que les choses avancent. Là, nous laissons la primaire au bureau de l'Assemblée nationale ainsi qu'à la commission paritaire qui devra étudier les cas. Mais sinon, nous voulons dire au peuple congolais que le temps est venu pour que nous puissions avancer. Vous avez suivi les pères spirituels des églises, surtout les évêques, qui ont dit qu'il y a un temps pour se quereller, mais un temps pour avancer. Je crois qu'il est temps pour que tout le peuple congolais puisse adhérer au processus électoral, d'autant plus que les élections sont attendues par le peuple congolais en 2023. Le peuple congolais ne voudrait pas entendre parler du glissement. Le peuple congolais veut qu'en 2023, que lui-même puisse se choisir ses propres dirigeants. S'agissant de la question relative à la destitution au poste du président du groupe parlementaire PPRD, le député national Didi Manara dit ignorer. C'est par une majorité écrasante que le député national réuni en plénière mardi 14 décembre, sous la présidence du premier vice-président Jean-Marc Kabound, ont jugé recevable le projet de loi d'habilitation. Selon le premier vice-président de la Chambre basse, ce projet de loi trouve sa base juridique dans l'article 129 de la Constitution. Chers collègues, s'agissant de l'examen de ce texte de loi, il est important de préciser que l'assise juridique de cette matière se trouve être l'article 129 de la Constitution ainsi que les articles 164 et 165 du règlement intérieur de notre Chambre. Ces articles stipulent ce qu'ici, je cite, article 129 de la Constitution correspondant à l'article 164 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je cite, le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance-loi pendant un délai limité et sur des matières déterminées des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Prenant la parole au nom du gouvernement, le vice-ministre de la Justice Amato Baye-Baziré a présenté l'économie de ces projets de loi. Outre la gestion de l'état de siège, cette loi d'habilitation sollicite également d'accorder au gouvernement le pouvoir de conclure certains accords précis compte tenu de leur caractère urgent et extrême importance pour la vie de la nation. J'ai l'honneur, au nom de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux en mission à l'étranger, de prendre la parole du haut de cette tribune pour présenter le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Le projet de loi vise à obtenir l'habilitation du gouvernement à prendre pendant un temps limité des mesures qui relèvent du domaine de la loi, conformément à l'article 129 alinéa 1er et 2 de la Constitution qui dispose. Le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance-loi pendant un délai limité et sur des matières déterminées
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Pour les gouvernements, représentés par le vice-ministre de la Justice, ces accords permettront au pays d'obtenir des ressources nécessaires à la réalisation des projets prévus dans le cadre de l'exercice budgétaire de l'année 2022 et d'affirmer le leadership du pays à l'Union africaine. Ces textes de loi déclarés recevables est transmis à la Commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale pour enrichissement avant de revenir en plénière pour son adoption. L'évaluation de l'exécution du projet Kinshasa Zéro Trou et l'amélioration de la desserte en eau et électricité étaient au centre de cette importante réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. S'exprimant à l'issue de cette réunion, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a précisé que cette réunion fait suite aux instructions du président de la République lors de la 32e réunion du Conseil de ministres en rapport avec la nécessité d'accélérer les travaux de réhabilitation de différentes infrastructures routières inscrites au projet Kinshasa Zéro Trou. Ainsi, le Premier ministre a donné des instructions claires pour que ces travaux se terminent dans un bref délai. Nous sommes réunis effectivement autour du Premier ministre et cette réunion fait suite à une décision du Conseil des ministres en rapport avec deux questions. Une en rapport avec les infrastructures routières et l'autre en rapport avec les infrastructures énergétiques. La problématique de la desserte en eau et en électricité dans la ville de Kinshasa que pourra mieux évoquer mon collègue, le ministre des Ressources hydrauliques. Mais en ce qui nous concernait, c'était la problématique du projet Kin Zéro Trou, pour lequel il y a eu un certain nombre de recommandations faites par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous avons voulu, au cours de cette réunion, présenter à la Commission l'état d'avancement du projet. L'électricité dans la ville de Kinshasa, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzie Moukaleng, a donné deux assurances par rapport aux actions urgentes déjà préconisées dans son secteur. Alors, comme l'a dit le ministre d'État, c'est une réunion qui s'est tenue autour de son Excellence le Premier ministre pour des actions urgentes à mener en ce qui concerne la desserte en eau et en électricité dans la ville de Kinshasa. Nous avons pensé au ministère des Ressources hydrauliques et électricité qu'il y a des actions que nous pouvons mener très rapidement sur du court terme pour améliorer la desserte en eau et en électricité dans la ville de Kinshasa. C'est un travail qui a débuté il y a plusieurs semaines, quelques mois déjà maintenant, un travail que nous avons élaboré avec les experts de la Régie des eaux et de la SNEL, pour identifier un petit peu quelles sont les zones où on peut, nous, en tant que gouvernement, apporter une aide financière afin d'avoir cette action qui va permettre d'améliorer la desserte en eau et en électricité dans la ville de Kinshasa pour nos compatriotes kinois. Outre ces deux membres du gouvernement, le ministre des Affaires foncières Aimé Molendo Sakombi, le vice-ministre des Finances Tsele Mimpa Onej et de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jean-Claude Moulipe, quelques directeurs généraux des entreprises publiques ainsi que le secrétaire général du gouvernement Albert Ekumbanki. Le Premier ministre a tenu aujourd'hui la réunion du comité de conjoncture économique. Cette réunion a abordé plusieurs questions. Il s'agit notamment de la question sur la 4e vague de Covid-19. Sur cette question, nous avons constaté qu'effectivement la 4e vague est présente au niveau de la RDC. Le Premier ministre a donné des instructions pour que les frais, les arriérés des primes pour le personnel de riposte soient résorbés progressivement. Il a été également question de nos compatriotes qui sont bloqués au niveau d'Addis Abeba. Le Premier ministre a demandé qu'on examine la possibilité de leur porter assistance. Il a été également question des certificats qui sont délivrés, PCR, de vérifier la régularité de la délivrance de ces certificats. En ce qui concerne
les frais Covid, le comité de conjoncture a chargé le ministre des Finances de chercher à comprendre la destination des fonds qui sont payés par les bénéficiaires du PCR. Il a été également question, en ce qui concerne les colis pour la fin de l'année, d'accélérer leur acquisition par le ministère du Budget. Nous avons également parlé de la visite de Madame la DG du FMI au niveau de la République démocratique du Congo, une visite de travail au bout duquel elle a félicité la bonne tenue des finances publiques en République démocratique du Congo. Et le Premier ministre a exhorté le comité des finances de poursuivre avec le pacte de stabilité. À cet effet, cette bonne tenue s'est confirmée par le taux de change qui reste stable à 1999 francs congolais pour $1 américain à l'officiel et 2037 francs congolais pour $1 américain au parallèle. Le taux d'inflation également reste maîtrisé à 4,9%, alors qu'il était à la même période de l'année passée à 15%. Le Premier ministre a exhorté le comité à continuer sur cette lancée. Il a été également question de la rétrocession aux provinces. Le Premier ministre a demandé au ministre des Finances d'essayer de voir la régularité de la rétrocession des frais de fonctionnement aux provinces. Enfin, la ministre de Travail, Prévoyance et Prévoyance sociale a présenté les éléments concernant le processus d'identification des expatriés et le processus de délivrance des cartes. La pandémie Covid-19 continue de se propager à travers le monde. Actuellement, c'est le variant Omicron qui affecte davantage le pays africain et le rapport scientifique évoque plus de 90% de cas de contamination par rapport à la semaine précédente sur les continents. Selon l'éminent scientifique américain Anthony Fauci, Omicron n'est pas plus grave que Delta. Il estime même qu'il est moins dangereux. Des propos confirmés par le directeur de l'Organisation mondiale de la santé qui souligne que le variant Omicron a un taux de réinfection plus élevé mais provoque des symptômes moins sévères que Delta. Entre-temps, les données d'hospitalisation en Afrique du Sud où ce variant a été découvert sont plutôt rassurantes. Cependant, à l'instar de l'Afrique du Sud, tout comme les autres pays africains, la RDC n'est pas épargnée. Dans un communiqué officiel daté du lundi 13 décembre, dans lequel il confirme la présence de la 4e vague au Congo-Kinshasa, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a confirmé la présence du variant Omicron en RDC, qui n'est pas à confondre avec la grippe saisonnière qui bat son plein dans la capitale ces derniers jours, avec des symptômes similaires au Covid-19. Bien qu'il y ait augmentation de cas de contamination, le patron de la santé a rassuré que le taux de létalité reste faible. Pour protéger la santé de la population, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a invité dans ce même communiqué la population à ne pas céder à la panique face à cette nouvelle vague, mais à respecter le geste barrière, mais surtout à se faire vacciner. Les opérations conjointes UPDF-FARDC évoluent très bien sur le terrain. Vous me voyez, je suis sur le terrain ici en pleine forêt au parc national de Virunga, là où nous avons mis notre état-major momentanément, état-major mixte UPDF-FARDC. Nous sommes en train de travailler en présence de 2 généraux que vous voyez, le général Koutela Colinto-Bertin, qui est le commandant secteur opérationnel, et le général-major de division, qui est un commandant côté UPDF. Nous avons commencé à pilonner depuis la nuit avec l'aviation de nos amis UPDF. Et aujourd'hui matin, nous avons commencé à utiliser l'artillerie. Et voilà pourquoi il est temps de dire à notre population de ne pas paniquer, parce que vos armées, quand je parle des armées, c'est-à-dire UPDF et FARDC, sont en train de travailler pour donner la paix à notre population. Le chef d'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo vous a dit qu'il a mis tout en marche pour que ces opérations puissent réussir
pour que la paix puisse revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et nous, FARDC, nous sommes engagés à accompagner le président de la République, à accomplir le vœu du président, du commandant suprême, parce que c'est notre mission. Notre mission, c'est vous donner la paix et c'est notre devoir. Et votre droit, c'est de nous accompagner parce que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Retenez que les FARDC et l'UPDF sont en train de travailler. La rumba congolaise fait officiellement partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'UNESCO réunit cette semaine pour étudier une soixantaine de candidatures a annoncé mardi dernier sur Twitter que la rumba congolaise dossier présentée par la République démocratique du Congo et les Congo-Brazzaville était admise sur sa liste. Elle y rejoint la rumba cubaine inscrite en 2016. La rumba, dans sa version moderne, a une centaine d'années. C'est une musique de ville et de bar, de rencontre de culture et de nostalgie, de résistance et de résilience, de partage du plaisir avec son mode de vie et ses codes vestimentaires, la SAP. Elle est marquée par l'histoire politique de deux Congos, avant et après l'indépendance. Elle a connu de hauts et de bas. Ses stars font parfois polémique, voire scandale. Ses réseaux de production et de distribution sont critiqués pour manquer de rigueur. Mais elle vit et se renouvelle assure-t-on dans les deux capitales congolaises. Cette annonce est un soulagement pour ce nombreux artistes qui pratiquent ces genres musicaux et pour le comité mixte de deux Congos, Kinshasa et Brazzaville. Et pour célébrer cette victoire, la ministre de la Culture en RDC, Catherine Kachungu, prévoit d'organiser une série d'activités, dont de conférences, des émissions radio-télévisées, des expositions et même une possibilité de créer un musée pour la rumba. 24 heures après la publication de la liste de Vincent Léopard, appelé par le sélectionneur national, l'Argentin Hector Cooper, pour un stage bloqué aux Émirats arabes unis, c'est tôt dans la journée de ce mercredi 15 décembre 2021 que la FECOFA annonce tout le contraire avec le report à une date ultérieure de ces stages. En marge de ce rassemblement de préparation, Hector Cooper avait fait appel à un groupe constitué essentiellement de joueurs évoluant au pays et en Afrique. De cette liste figurent notamment Kelvin Bileko du TP Mazembe, Boka Isaka du FC Saint-Éloi Lupopo, Rodrigue Kitoa de AS Maniema Union et Massassi Amédée de AS V-Club. Deux matchs amicaux étaient prévus à l'issue de ce stage face aux étalons du Burkina Faso et une équipe locale. Le deuxième stage prévu du 24 janvier au 2 février 2022 avec le joueur de l'effectif qui dispute les éliminatoires reste également incertain. Notons que ces deux stages devraient permettre aux Léopards de bien affûter les armes pour le barrage qui aura lieu au mois de mars 2022.